auprès des autorités de l'université Mohamed V, du doyen de la faculté des sciences de l'éducation qui a rapidement soutenu le projet, et bien entendu l'ensemble des collègues, des personnes qui ont collaboré à la réalisation, à la concrétisation de cet événement. Et nous avons une pensée particulière pour nos collègues, le professeur Poudris et Myriam, qui ont été véritablement les chevilles ouvrières et les conceptrices de cette 12e rencontre Jeunes et Société. Et je pense qu'on peut peut-être encore une fois les applaudir pour leur engagement. Alors, nous savons quelle est la charge de travail qui est là derrière, puisque, comme ça a été dit, Géraldine et moi avons co-organisé les 11e rencontres Jeunes et Société à l'Université de Louvain en 2024 sur le thème des engagements des jeunes. Et d'ailleurs, on a continué, je dirais un peu, ce travail qui s'est concrétisé dans la publication d'un ouvrage que Driss vous montre, les engagements des jeunes, injonction, individuation et inégalité. Alors, on sait que la question de l'engagement touche aujourd'hui à une question assez fondamentale et à une place de choix dans les discours publics, dans les politiques de la jeunesse et aussi dans les travaux scientifiques, au nord comme au sud. Or, je voudrais faire une petite incise conceptuelle parce que le concept d'engagement est un concept mou. Mais il a pour nous l'intérêt d'attirer l'attention sur une certaine marche de liberté, sur une certaine intentionnalité. Et donc, derrière, c'est que l'engagement nous invite à regarder aussi la dimension agency des acteurs qui s'engagent. Et donc, ils ne sont pas purement contraints par une force, une imposition extérieure. Prenons un exemple qui parle, je dirais, assez facilement. S'engager à l'armée, ce n'est pas la même chose, tout à fait la même chose qu'être mobilisé par l'armée. Probablement qu'au niveau migratoire, ce n'est pas tout à fait la même chose de s'engager dans un parcours migratoire et d'être contraint à la migration du fait de violences armées ou de famine due à la sécheresse, etc. Et donc, un même phénomène, une même action peut être vue sous l'angle de l'engagement ou pas. Mais bien entendu, cette question, je dirais, de la liberté et de l'intentionnalité reste délicate, surtout que, comme on va le proposer ici, il y a un appel à l'engagement qui relève d'injonction sociale. Donc on sait que la question du choix est toujours quelque chose de sensible. Alors, l'engagement est souvent présenté comme une ressource, une vertu, une preuve d'autonomie, voire comme une solution aux crises sociales, économiques, politiques, démocratiques. Mais, c'est vrai que j'oublie, moi, de... Et si l'engagement n'était pas seulement une ressource, mais aussi une contrainte, notamment du côté des jeunesses migrantes et issues de l'immigration. Il faut revenir en arrière. En avant. Et donc, pour nous, faire le trait d'union entre les 11e rencontres et les 12e rencontres, c'est tenter d'articuler le thème de l'engagement et la question migratoire à travers nos trois clés d'analyse que sont les injonctions, l'individuation et les inégalités, en voyant si ça peut être des perspectives qui nous amènent à questionner le thème des migrations d'une manière peut-être un peu renouvelée, et le thème des migrations lui-même étant perçu comme un révélateur des paradoxes de l'engagement des jeunes dans le contexte de mondialisation. Alors, partons d'abord de la première clé d'analyse, de l'injonction sociale. En fait, de nombreux travaux et nos observations montrent que si à première vue l'engagement constitue une possibilité, il découle en fait de plus en plus d'injonctions sociales. Les jeunes sont en effet en quelque sorte sommés de s'engager
que ce soit à l'école, dans l'université, dans leur famille, dans leur insertion professionnelle, dans leurs différentes étapes de parcours à devenir adultes ou comme citoyens, citoyennes, et bien entendu dans des projets divers. Et cette injonction est portée par des institutions multiples, passant de la famille à l'école, l'entreprise, mais aussi les politiques publiques ou plus largement les dispositifs d'action publique. Et on retrouve derrière ces injonctions une série de mots-clés qui sont motivation, projet, responsabilité, autonomie, qui font écho aux normes de responsabilisation individuelle et à une certaine conception néolibérale de la société, ou, pour reprendre Boltanski et Thévenot, des sociologues français, au nouvel esprit du capitalisme. Mais derrière ces mots, derrière ces conceptions, il y a un présupposé fort qui est que tous les jeunes seraient capables ou également capables de s'engager. Et bien entendu, cela touche à la question des inégalités sur lesquelles nous reviendrons plus loin dans l'exposé. Et je donne la parole à Géraldine qui me la rendra par après et je le demanderai ensuite. Donc, dans l'analyse qui a été faite dans notre ouvrage, il nous est apparu vraiment primordial de porter un regard critique sur l'univers des références morales et politiques des engagements, en particulier vraiment sur le rôle des institutions et des normes qui impliquent notamment des formes de formes de contrôle social plus ou moins diffuses des jeunesses, et en particulier des jeunesses qui sont labellisées comme des jeunesses à risque ou des NEETs, on y reviendra après. Donc il y a vraiment toutes ces formes de contrôle, toutes ces injonctions qui sont au cœur des politiques jeunesse au nord comme au sud. On se demande finalement si elles ne contribueraient pas à la stigmatisation des jeunesses migrantes en mobilité, en déplacement. En effet, alors que les jeunes qui ne sont non migrants, ils pourraient paraître fortement ancrés dans un tissu de relations, fortement impliqués dans les institutions. Eh bien, la lunette de l'engagement comme une injonction, elle pourrait nous amener à percevoir de manière erronée les jeunes en mobilité comme non engagés. Ou au contraire, si la migration relève d'un engagement qui découle d'une injonction sociale, ne pas migrer deviendrait un stigmate. Alors en Europe, la catégorie statistique de NEET, Not in Education, Employment and Training, concerne de nombreux jeunes qui sont issus de l'immigration sud-nord, et elle s'est répandue donc depuis la fin des années 90 dans les politiques d'emploi. On pourrait se demander si elle participe justement de cette régulation des jeunesses et également à leur stigmatisation. Dans des pays MENA, plus de 30% des jeunes âgés de 15 à 25 ans sont définis comme NEETs. Et pour ces jeunes qui sont exclus du marché de l'emploi formel, à faible perspective d'insertion, qui risquent la marginalisation sociale, rester sur place apparaît être sans avenir, mais c'est aussi pour ces jeunes que la migration est la plus périlleuse, sans accès nécessairement aux voies légales de migration. Alors je vais passer à la deuxième clé de notre présentation. Bon, il y a visiblement un petit... vous ne voyez pas toute la présentation malheureusement, mais donc ça concerne la question de l'individuation. Dans notre ouvrage, il est apparu que les jeunes générations ont tendance à adhérer à des formes d'engagement, c'est assez paradoxal, on va y revenir, mais adhérer à des formes d'engagement qui sont beaucoup plus ancrées dans leur vie quotidienne, leur sphère privée, ainsi qu'à l'échelle locale, plutôt que dans la sphère publique et institutionnelle et à des échelles nationales et internationales. En fait, ces formes d'engagement, qui sont beaucoup plus locales, ancrées donc, dans la sphère privée, dans la sphère quotidienne, eh bien, elles sont indissociables d'autres processus centraux, l'individuation, c'est-à-dire la construction de la personne comme un individu autoréférencé, mais aussi les processus d'individualisation au sein des vies singulières, dans le domaine du travail, etc. Et il résulte de ces phénomènes quelque chose de différents paradoxes dans l'engagement des jeunes, qui sont donc très ancrés dans la sphère locale. C'est assez surprenant à l'heure de la globalisation,
qui, on en a parlé, qui implique une intense circulation des biens, des capitaux, des déplacements, des services, des technologies, des imaginaires. Cette clé, elle soulève aussi de l'individuation, elle soulève aussi un autre paradoxe, puisque les jeunes, de par l'individuation et l'antissification de l'individualisation, ils sont ancrés dans des contextes de différenciation sociale intense, et ils sont impliqués dans une pluralité de sphères d'appartenance et ils peuvent peiner à combiner l'ensemble des échelles de leur engagement. Cette deuxième clé, de l'individuation, eh bien, finalement, elle amène en somme, tous les jeunes, ils sont vraiment à être appelés à être les forgerons de leur existence. Et ce qu'on a voulu montrer dans l'ouvrage, c'est que cette individuation, néanmoins, elle fonctionne vraiment comme une norme prescrite aux jeunes plutôt que leur propre conquête personnelle. Et donc cette idée que les jeunes sont vraiment appelés à être les forgerons de leur existence, elle est souvent associée aux sociétés occidentales, mais on la retrouve de plus en plus aussi dans les pays du Sud, où on valorise également de plus en plus les choix individuels. Et donc cette clé de l'individuation par rapport à la migration, elle amène aussi des paradoxes, parce que ça implique que la réussite est interprétée comme la preuve d'un bon engagement personnel, et à contrario, l'échec, il est lu comme un manque d'engagement, un manque de motivation, un manque de projet et d'effort. Et donc cela implique vraiment une individualisation des responsabilités. Et donc sur le plan de la diversité des jeunes, et notamment des jeunes qui sont en migration, eh bien ça peut être très lourd et ça peut transformer les inégalités sociales en biographie défaillante. Comme mon exemple, par exemple, dans le contexte belge, le taux de chômage reste très élevé pour les jeunes issus d'immigration, donc les jeunes racisés. Et donc on a tendance à les désigner comme des fainéants, voire des profiteurs, alors qu'il faut tenir compte de toutes les discriminations à l'embauche, les inégalités des conditions de possibilité, et aussi la ségrégation du marché de l'emploi qui rend impossible ces engagements pour ces jeunes issus d'immigration. Je repasse la clé. La parole à Bernard. Merci beaucoup, Géraldine. Vous voyez, c'est ça la partie ping-pong. Donc on aura compris, donc derrière, en filigrane, il se pose la question des inégalités, comme je l'ai dit dans l'introduction, et donc des conditions inégales d'engagement. Les injonctions à l'engagement, tout comme à devenir son propre sujet, Géraldine a parlé d'être le forgeron de son existence, en fait, masque une réalité qui est bien connue chez les sociologues, c'est que les ressources économiques, scolaires, sociales, juridiques, symboliques sont profondément inégales. On pourrait dire, pour reprendre un peu une perspective bourdieusienne, que les capacités d'engagement dépendent largement de la structure et de la densité des capitaux dont les jeunes sont initialement dotés ou dépourvus. Alors, capital économique, bien entendu, revenu, patrimoine, mais aussi capital social, capacité de mobiliser un réseau de personnes, un réseau social pour poursuivre son projet, capital culturel, évidemment, en termes de connaissances, de compétences, de diplômes, de niveau d'éducation, et capital symbolique également en termes de légitimité ou de prestige dont on est doté ou non doté. Et donc d'ailleurs, Pierre Bourdieu disait que la jeunesse n'était qu'un mot dans le sens où il n'y a pas qu'une jeunesse, il y a des jeunesses et aussi qu'il y a des principes de vieillissement qui sont différents en fonction des champs dans lesquels on est appliqué. On peut être un jeune académique ou une jeune académique à 40 ans et être un vieil ouvrier ou commencer à être un vieil ouvrier au même âge. Donc évidemment, quand on parle de jeunesse, ce n'est pas uniquement une question d'âge, mais c'est la construction sociale de cette jeunesse et des questions, des conditions, je dirais, de réalisation qui sont possibles ou impossibles pour ces jeunes.
Évidemment, cette problématique des inégalités, donc des capacités d'engagement, est fondamentale et est également globale, avec des déclinaisons qui peuvent être variables. Pensons en termes de migration, c'est probablement pas la même chose de faire une migration de reproduction sociale des élites à hauts capitaux, ou de faire une migration, je dirais, d'ascension sociale pour une classe sociale intermédiaire à travers un parcours de formation, ou de faire un parcours migratoire de nécessité en ayant très peu de moyens, de ressources initialement. Mais il ne s'agit pas simplement de conditions de possibilités, car aussi on propose de considérer que tous les engagements ne se valent pas. En fait, ce que nous voulons mettre en avant, c'est que certains types d'engagement sont visibles, sont valorisés, sont convertibles. Pensons, je dirais, au stage, au bénévolat, à l'engagement civique ou politique, alors que d'autres engagements, pourtant coûteux et essentiels, en fait, restent invisibles. Nous pensons notamment au fait de s'occuper de sa famille, en particulier pour maintenir des liens transnationaux dans les cas de migration, ou bien pour s'investir dans les soins des proches malades au prix de sacrifier ses études, ou pour assurer des responsabilités familiales, ou de travailler intensivement pour permettre de poursuivre ses études. Et ces formes d'engagement, en fait, elles sont peu valorisées, alors qu'elles concernent particulièrement les jeunes des milieux populaires et des jeunes en situation de migration. N'y a-t-il pas là également un autre paradoxe? Celles et ceux qui sont souvent les plus engagés sont aussi celles et ceux dont l'engagement est le moins reconnu. Donc, ce qu'on a voulu vraiment montrer dans notre exposé, c'est que les trajectoires migratoires rendent les mécanismes clés qui étaient au cœur de notre ouvrage, les mécanismes de l'injonction, d'individuation et des inégalités. Les trajectoires migratoires rendent vraiment fortement visibles ces mécanismes. En effet, pour de nombreux jeunes en migration, notamment dans les circulations sud-nord, l'engagement n'est pas seulement valorisé, il devient une condition de légitimité sociale, morale et parfois juridique, notamment dans les parcours d'intégration. Les jeunes en situation de migration sont soumis à une autonomie précoce et à des attentes morales fortes pour prouver qu'ils sont intégrés, méritants, responsables et reconnaissants. La migration, dès lors, reflète une épreuve morale spécifique dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de devenir un individu autonome, mais vraiment de correspondre à la figure, entre guillemets, du bon migrant. Alors pour conclure, nous voulions, Bernard et moi, soulever une question volontairement provocatrice. Et si l'engagement tel qu'il est aujourd'hui promis fonctionnait comme un opérateur de tri social, loin de corriger les inégalités, les injonctions à l'engagement et à l'autonomie des jeunes peuvent renforcer les asymétries, invisibiliser les contraintes, disqualifier certaines trajectoires, notamment migratoires. En tout cas, dans une perspective de circulation sud-nord, la migration n'est donc pas un cas particulier, car elle est vraiment un révélateur critique des limites du modèle contemporain d'individuation juvénile dans le cadre de fortes injonctions sociales qui ne tiennent pas suffisamment en compte des inégalités de conditions à l'engagement. Donc voilà, nous voulions terminer en vous remerciant de votre attention et on espère que voilà, notre présentation qui a essayé vraiment de mettre notre ouvrage qui est issu des dernières rencontres va permettre de vous faire réfléchir et de mettre en perspective le thème des migrations. Merci de votre attention.